Donc, quelques mots sur la motivation de ce cours. Alors, mon but ici, c'est de présenter le cours. Donc, on va faire un peu d'histoire. Vous allez le voir, l'histoire est très présente dans ce cours, l'histoire des sciences. Ensuite, on parlera de pourquoi ce cours, pourquoi s'intéresser à ces sujets dans un cours d'informatique, dans un cursus d'informatique. Alors, l'histoire, mon histoire commence avec le fondement des mathématiques. Et je vais la faire commencer au fin du 19e siècle, où un certain nombre de mathématiciens se mettent à formaliser les mathématiques et à proposer des axiomatisations et des théories de plus en plus complètes. En particulier apparaît la théorie des ensembles proposée par Cantor. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des paradoxes si on fait les choses de façon trop naïve. Et parmi les paradoxes, je vais n'en citer qu'un, le paradoxe de Russell, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre ici, mais si peut-être vous en avez déjà entendu parler. La question est de savoir si l'ensemble des x, tel que si x n'appartient pas à x, est-ce un ensemble? Donc si on fait une théorie naïve des ensembles, comme Cantor l'a proposé au début, quand on a x et y, deux ensembles, on a soit x qui appartient à y, soit x qui n'appartient pas à y. Et a priori, on peut parler de cet objet y. Le problème de cet objet-là, c'est que ça ne peut pas être un ensemble, c'est ce que dit le paradoxe de Russell. Pourquoi? Parce que soit on a y qui appartient à y, mais dans ce cas-là, on a une contradiction, puisque si y appartient à y par définition, on aurait y qui n'appartient pas à y, ou soit on a y qui n'appartient pas à y, auquel cas on a encore une contradiction, puisque par définition de y, on devrait avoir y appartient à y. Bon, peut-être que vous n'avez pas du tout suivi mon raisonnement, peu importe, il faut faire très attention, et on ne peut pas considérer que tout est un ensemble, et c'est pour ça qu'on vous a probablement, si on vous a parlé de théorie des ensembles, parlé d'axiomes de compréhension, etc., qui sont plus subtils que de simplement décider qu'on peut parler de n'importe quel ensemble. On ne peut parler que de sous-ensemble d'un ensemble qui est déjà défini. Peu importe, j'arrête là avec la théorie des ensembles parce que ce n'est pas le sujet de ce cours. Mais ce que je veux juste pointer par là, c'est qu'il y a des paradoxes qui apparaissent. Et à la fin du 19e siècle, on se dit, et Hilbert se dit, puisqu'il a été invité, comme il est de tradition pour tout nouveau siècle, à lister les problèmes les plus importants pour le siècle à venir, donc c'est ce qu'il a fait en 1900. Et dans les questions de Hilbert, il y a ce qu'il propose, c'est de fonder les mathématiques. C'est-à-dire Hilbert demande de proposer un langage et des axiomes qui permettent d'exprimer toutes les mathématiques et que l'on sait être bien fondées. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il veut un système complet, c'est-à-dire des axiomes qui permettent de démontrer que tout énoncé mathématique vrai peut se prouver dans ce formalisme. Bien entendu, il veut quelque chose de cohérent. On ne peut pas avec ce système prouver une chose et son contraire. Donc c'est les deux propriétés que demande Hilbert, la complétude et la cohérence. Alors il y a quelque chose qu'il n'exprime pas mais qui est implicite dans cette question, c'est qu'on veut aussi une théorie décidable, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait une certaine méthode pour faire de la déduction. Et donc, comme tous les problèmes de Hilbert, c'est quelque chose qui a commencé à motiver l'ensemble de la communauté scientifique, et les gens se sont mis donc à continuer à compléter l'axiomatisation des mathématiques, jusqu'à ce que l'on arrive à quelque chose de complètement inattendu. 1931, Kurt Gödel, dont vous avez la photo à gauche, prouve quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Les théorèmes d'incomplétude, qui seront le sujet des cours à venir. Il démontre que toute théorie cohérente, suffisamment expressive, ça veut dire en fait capable de parler des entiers et la multiplication des entiers, c'est ce qu'on espère d'une axiomatisation des mathématiques, n'est pas capable de prouver sa propre cohérence. Autrement dit, il est impossible de résoudre le problème de Hilbert. On ne peut pas fonder les mathématiques.
Alors c'est vraiment un tour de force, c'est quelque chose qui a révolutionné les sciences, dont on a beaucoup parlé, et on continue à parler, même en 2020 en philosophie des sciences. Et la preuve de Gödel est très subtile, j'en parle un petit peu dans Polycopie, on ne va pas prendre la preuve originale de Gödel qui est vraiment un tour de force, mais on va prouver ce théorème de Gödel dans ce cours, dans 1.412. Mais ce qui est important, c'est que ce que a permis à Gödel de prouver ce résultat, c'est en fait d'avoir réalisé que une preuve, une démonstration mathématique, c'est en fait un algorithme. Et on peut dire que ce résultat, en fait, c'est la naissance de l'informatique, parce que Gödel venait par là, par sa démonstration, de mettre en évidence la notion d'algorithme. C'est quelque chose qui a ensuite été formalisé avec différentes propositions. Donc Kurt Gödel a fait ça avec les fonctions récursives, dont vous allez entendre parler en petite classe dès mercredi. En fait, il y a eu d'autres modèles qui ont été proposés, le lambda calcul, dont on ne parlera pas dans ce cours, les machines de Turing, dont on parlera dans ce cours, et on se rend compte que tous ces modèles, qui a priori n'ont rien à voir, en fait, sont équivalents et capturent la notion d'algorithme, de programme informatique. Et que la preuve de Gödel montre qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par informatique. Donc c'est exactement le sujet de la théorie de la calculabilité que l'on va voir dans ce cours. Et pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à la calculabilité? Puisqu'il est important de comprendre que tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par informatique, et dont des problèmes naturels, la vérification, savoir si des systèmes polynomiaux possèdent des solutions entières, simplifiés en calcul formel, sont des exemples sur lesquels on va revenir. Depuis les années 70, on a affiné cette théorie pour parler maintenant des théories de la complexité, pas seulement de la calculabilité, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de ce cours, avec en particulier la question P égale N. Et je vous l'ai dit, à chaque nouveau siècle, on invite les mathématiciens à lister les questions qui paraissent les plus importantes pour le siècle à venir. C'est ce qui s'est produit pour le 21e siècle, sauf que là, il y a une ambiguïté si on parle de questions pour le siècle à venir, les questions du millénium ou du millénaire. Mais dans les 4 questions les plus importantes, il y avait la question P égale NP, qui est mise à prix à $1 million, sur lequel on reviendra dans ce cours. Et toutes ces choses peuvent paraître anciennes, mais tous les modèles dont on va parler sont totalement d'actualité et sont à la base de nos modèles informatiques actuels. C'est pour ça que c'est important de comprendre leurs limites, et c'est précisément l'objet de ce cours. Autrement dit, ce cours, de quoi traite-t-il? De 3 sujets qui peuvent paraître a priori très distincts: la logique, les modèles de calcul, la complexité. Et dans ces 3 modèles, on va s'intéresser en fait à quelles sont les capacités et les limites de ces formalismes, de la logique, des modèles de calcul, la complexité. Par là, on s'intéresse à savoir quelles sont les capacités et les limites des ordinateurs. Donc, la question principale du cours, c'est de comprendre ce qui rend certains problèmes difficiles et d'autres faciles. Pourquoi il y a des problèmes qui se résolvent très vite? Vous prenez un smartphone moderne, il est capable de trier, par exemple, plus d'1 million d'entrées en quelques minutes, voire en quelques secondes. Par contre, il y a des problèmes difficiles que l'on n'arrive pas à résoudre. Résoudre un problème d'emploi du temps, c'est un exemple pour lequel, là, même 1 millier de données en entrée, avec les ordinateurs les plus puissants, on ne sait pas faire. Donc pourquoi 1 million, ça passe vite pour certains problèmes, et 1 millier est problématique pour d'autres? C'est parce qu'il y a des problèmes intrinsèquement difficiles. Donc le sujet de ce cours, c'est de comprendre ce qui rend les problèmes difficiles. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'abord, les problèmes très difficiles ont des enjeux économiques considérables. Donc 2 exemples de l'histoire récente. Ariane 5, qui a coûté 370 millions de dollars à l'explosion de cette fusée en quelques minutes, quelques secondes, qui est dû à un dépassement de capacité. Alors, par quel mystère on a pu dépenser autant de milliards de dollars pour environner autant de millions de dollars, pardon,
pour envoyer une fusée qui explose à cause d'une bête erreur de dépassement de capacité d'un registre qui n'était pas capable de stocker l'entier que le programme a voulu lui rentrer, eh bien parce que, on va le voir, c'est impossible de vérifier, dans le cas général, un système informatique. Un autre exemple, c'est un processeur, le Pentium. Une des versions du Pentium, alors là, c'est impossible de savoir combien ça a coûté, mais selon les estimations, c'est au moins 475 millions de dollars. Donc dans les premières versions de ce processeur, la division des deux nombres que vous avez indiqués ici retournait cette valeur-là qui est incorrecte à partir de la 5e décimale, sauf erreur. Alors par quel mystère il est possible de dépenser autant de millions de dollars pour construire un processeur et de ne pas vérifier que le processeur est correct avant de le vendre? Eh bien parce que la vérification fait partie des problèmes difficiles, voire impossibles. Donc les problèmes difficiles ont des enjeux économiques considérables. Alors pourquoi c'est important de comprendre quels sont les problèmes difficiles? C'est parce que c'est un moyen ensuite de les simplifier ou de les modifier pour qu'ils soient résolus, et quelque part c'est ce que l'on fait en permanence avec l'informatique. Et donc ça sert à concevoir des systèmes en évitant les problèmes, les difficultés, en aidant à la conception, à la vérification. Il y a aussi des domaines où on aime la difficulté, les problèmes difficiles. C'est par exemple le cas de la cryptographie. Donc c'est un domaine où on cherche des problèmes difficiles. Pour faire de façon extrêmement simpliste, si vous avez une carte bancaire et son code, il faut qu'il soit possible de vérifier par une machine que le code est correct. Par contre, il faut que, étant donné la carte et retrouver le code, le problème soit difficile. Donc c'est une version très naïve, mais la cryptographie est un exemple de domaine où on veut des problèmes difficiles. Donc tout ce cours, c'est comprendre ce qui rend les problèmes difficiles et comment on mesure, comment est-ce qu'on compare les problèmes, comment est-ce qu'on démontre qu'un problème est difficile.